Got gun, Hulk left slot, Dixie left, T left, Mercedes, wide chip, Ricky, Fever left, 75, Katie, Omaha. We're good. Last play of the game. Who's gonna win it? Luck rolling out to the right. Dumps it up to Donnie Avery. Yeah! Goal line! Touchdown! 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 Hello 400 fois hello, bonjour à tous, bienvenue dans l'épisode numéro 400 du podcast John Actuel Mattei. Très heureux de vous retrouver pour, donc on l'a dit, cette 400e émission je crois. Est-ce que je vous l'avais dit que c'était la 400e Bienvenue donc pour un nouveau podcast John Actu, très heureux. À mes côtés cette semaine il y a Raphaël Masmejean, comme le premier jour, comme pour l'émission numéro 1. Bonjour Raphaël. Salut Alain, salut Greg, salut à tous. J'allais dire on était jeunes, on avait des cheveux, mais toi tu as toujours des cheveux magnifiques et soyeux. Un peu moins long, mais j'en ai toujours. C'est vrai, t'avais une queue de cheval, non? Ouais. On fait tous des erreurs. Grégory, avais-tu une queue de cheval à une époque? Non, pas vraiment. C'est toujours une question piège, hein. Non, pas vraiment. Bon, pas de queue de cheval pour Grégory Richard qui est donc avec nous. Merci d'être avec moi, messieurs. On va débriefer le Wildcard Weekend. Bon, alors je le dis, d'habitude on marque un peu le coup, je crois, pour les épisodes dans les centaines. Bon, on va dire que maintenant on a tellement d'expérience qu'on va marquer sur les demi-milliers, donc on va attendre 500. Et puis il faut le dire, bon, c'est pas très drôle, c'est période un peu particulière, on est tous à distance et tout ça. La 500e, a priori, au rythme où on va, ce sera l'année prochaine, intersaison 2022. On devrait pouvoir faire ça, tu vois, peut-être en direct, en live, dans un bar, en faisant sauter des bouteilles de champagne, en arrosant de champagne partout, enfin un truc incroyable. Donnez-moi un nom de rappeur actuel, parce que j'allais dire comme Puff Daddy dans une boîte à New York, mais ça se fait plus trop. Je sais pas qui on peut dire, mais voilà, ce sera Rick Ross ou un truc comme ça, c'est ça les trucs modernes. C'est ça, non ? Oui, sans aucun doute. On va rester sur Drake, mais bon, même Eric Ross, ça me paraît un peu, Future, un peu dépassé aujourd'hui. Le mec d'Atlanta, là. Ah, je suis tellement vieux maintenant avec ces trucs-là, c'est terrible. Bon, en tout cas, on fêtera ça, je l'espère, en public pour la 500e, mais on est évidemment très content d'atteindre les 400. Les Browns et les Ravens sont contents aussi, eux, parce qu'ils ont passé un tour de playoff. Les Seahawks et les Steelers sont beaucoup moins contents. On débriefe une semaine toujours aussi folle de playoff, et c'est parti. Playoffs? Don't talk about playoffs. You kidding me? Playoffs? I just hope we can win a game. Ça fait un peu rap aussi, non, en plus. Ah, tu mettras ça pour la 500e alors. Exactement, au moment où je sortirai les bouteilles de champagne. Steelers 37, Browns 48, les Browns n'avaient pas connu les playoffs depuis 18 ans et les voilà au second tour, hop, directement. Match sérieux des Browns avec aucun ballon perdu, une excellente ligne offensive, tout le contraire des Steelers qui ont perdu 5 ballons. Énorme désillusion pour Pittsburgh, mais est-ce qu'il était quand même pas possible de voir venir un peu le désastre, sachant que maintenant ils ont perdu 5 des 6 derniers matchs de leur saison, messieurs? Bah, j'ai envie de te dire, c'était éventuellement prévisible de les voir prendre les pieds dans le tapis, vu qu'en effet, ils n'étaient pas sur une bonne dynamique. Maintenant, de là à assister au désastre auquel on a assisté quand même dimanche, c'est quand même un peu compliqué. Là, il n'y a quasiment pas eu de match. 28-0 à la fin du premier quart. Je pourrais même difficilement te dire, je pourrais difficilement savoir si Pittsburgh a vraiment joué le match, parce qu'en l'occurrence, on a l'impression qu'ils ont joué le scrimmage des 3 derniers quarts-temps, quoi. Ça a été une dette déculottée dès le premier jeu, pardon. Oui. Ils concèdent un touchdown d'entrée et derrière, ouais, il y a eu une espèce de fragilité, comme si ça leur avait rappelé justement tous les maux de ces dernières semaines, ça les avait directement plongés dans le doute. Et face à une équipe des Browns qui jouait sur ses forces et qui les a clairement mis en difficulté sur les lignes, ça a été une catastrophe pendant au moins 15 bonnes minutes. Ouais. Raphaël, il y a beaucoup de gens qui ont fait le parallèle avec le Super Bowl Broncos-Seahawks où le premier snap est mal maîtrisé par Peyton Manning et pas aidé par le centre. Et il y a un peu de ça, quoi. Il y a une déroute complète dès les premières minutes. Oui, effectivement, il y a une déroute complète dans les premières minutes où tout s'enchaîne et ça se passe mal. T'as ces passes déviées de Roethlisberger, un coup c'est la ligne défensive des Browns qui dévie la balle, un autre coup c'est son receveur qui dévie.
Donc tu as ce mélange de mauvais choix, pas de chance, qui s'accumule, qui te fait douter sur le qui montre le naufrage. Après, ils ont le mérite à un moment de peut-être un petit peu croire qu'ils se relancent la machine malgré tout, même s'ils reviennent jamais totalement dans le match non plus, parce que Cleveland, et c'est l'enseignement principal à mon avis pour les Browns à tirer de ce match, c'est la capacité finalement de Cleveland à un moment ils auraient peut-être pu paniquer quand ils commencent à enchaîner les punts et que Pittsburgh commence à mettre des points, et malgré ça ils arrivent au moment où il faut à remettre le dernier clou sur le cercueil, on va dire. Donc ça c'est le bon côté pour Cleveland clairement de ce match. Mais après, pour revenir à ta question de base, oui, il y avait des signes avant-coureurs, mais je rejoins Greg, peut-être pas à ce point-là. Enfin, 28-0, je suis pas bien certain que beaucoup le voyaient venir dès le premier quart. Après, pour rebondir sur ce que tu disais au niveau de l'écart et du côté revenir dans le match, j'avoue que s'ils avaient été contre une autre équipe, je sais pas, mais en tout cas, Cleveland étant pas expérimenté, Cleveland ayant eu un peu de mal à boucler sa qualification, en effet, quand Pittsburgh revient à 12 points dans le troisième quart, tu te dis que pourquoi pas, mais le mérite revient à Cleveland d'avoir su réagir tout de suite et à chaque fois de s'être remis hors de portée, et au final en effet il n'y a pas vraiment eu de suspense. Est-ce que c'est pas une victoire qui se construit avant tout sur la ligne offensive du côté de Cleveland? Les Steelers étaient à 73 matchs de suite avec aucun sac ce dimanche. Énorme performance quand même de la ligne offensive de Cleveland. Greg, je te vois hocher la tête. Ouais, bah, c'est d'autant plus remarquable qu'encore une fois, il faut quand même rappeler qu'ils ont eu des derniers jours quelque peu compliqués, avec des conditions d'entraînement qui étaient clairement pas optimales, des joueurs qui sont arrivés au compte-gouttes par leurs propres moyens pour certains. C'est sûr que c'était en termes de préparation, surtout quand tu joues un match de play-off aussi symbolique pour la franchise de Cleveland, c'est sûr que c'était un petit peu compliqué. Et encore une fois, la semaine dernière, même si la O-line avait fait bonne figure notamment en début de match, même s'ils avaient déjà bien commencé pour faciliter leur qualification face à ces Steelers, on avait senti que par la suite, alors peut-être la fameuse peur de conclure dont on avait parlé, mais ça s'était un petit peu effrité. Là, de bout en bout, vraiment, il y a un boulot de la ligne qui a été vraiment excellent. Certes, il y a les actions clés qu'on peut mettre en avant, c'est des actions au sol, parce qu'il y en a beaucoup qui ont conclu des drives, mais même en termes de, comme tu dis, même en termes de sac, en termes de possibilité de laisser du temps à Baker Mayfield pour trouver ses cibles, ça a été extrêmement efficace. Et très clairement, souvent les équipes qui font des bons runs en playoff, c'est des équipes qui peuvent compter sur leur O-line. Et cette équipe des Browns, elle peut clairement compter sur une ligne offensive pour éventuellement continuer de surprendre. Et on sait que ça c'est une donnée qui est assez récurrente cette saison. Quand ils démarrent bien des matchs, notamment en déplacement, ça fait très mal. Il y a eu le déplacement à Dallas, le déplacement à Tennessee, ce fameux match justement à Pittsburgh, où ils se mettent à l'abri très rapidement et surtout où ils arrivent à gérer. Et donc c'est de bon augure, notamment avec cette ligne offensive. Oui, Raphaël, toi qui aimes bien les bonnes performances de ligne, là, malgré les blessures en plus, Jack Conklin qui sort rapidement dans le match, enfin, ça a été un très très bon match sur ce plan-là, quoi. Ouais, bah, c'est ce qui prouve d'ailleurs que c'est même pas qu'une question finalement de joueurs pour les schémas de ligne offensive, c'est vraiment des schémas et une cohésion, un entraînement de groupe qui a été bien travaillé du côté de Cleveland, puisque avec des nouveaux joueurs sur la ligne offensive, dans ce contexte-là, le remplaçant de Joel Bitonio, j'ai plus son nom, mais de mémoire c'était sa première titularisation, qui est capable d'enchaîner comme ça un match de play-off, hein, ça sans être catastrophique, face à pourtant une grosse ligne défensive en face. Enfin, il a plutôt bien géré Cam Hayward, c'est pas non plus rien. Ça prouve que oui, on a des bons schémas, on a des bonnes assignations de ce point de vue-là. C'est un vrai travail d'équipe, donc on peut que les féliciter clairement. Et du coup, ça entraîne tous 127 yards au sol. Baker Mayfield a 3 touchdowns, aucune interception. L'attaque a réussi le test, quand même. Ouais, bah, surtout que, encore une fois, c'est par rapport à ce que je disais, le fait en effet d'avoir laissé pas mal de temps, mais c'est vrai que ça aussi, ça a quand même été une récurrente, c'est que pour une équipe qui a quand même perdu Odell Beckham très très tôt, je trouve qu'ils ont quand même eu la possibilité de trouver des ajustements assez souvent, avec notamment... Alors les tight ends ont souvent été mis à contribution, hein. Le retour d'Austin Hooper à un moment donné dans la saison a fait pas mal de bien, il marque en plus un TD sur cette rencontre-là, et c'est vrai qu'en plus, il ne semblait pas que c'était forcément une habitude, mais c'est vrai que sur ce match-là en plus, l'apport de Nick Chubb en sortie backfield a vraiment été précieux, et c'est vrai que, voilà, encore une fois, ça rejoint ce qu'on dit, mais
on arrive constamment à trouver des solutions du côté de ce coaching de Cleveland, même si tout va pas dans le bon sens, même si en interne ou d'un point de vue blessure, ça va pas comme il faut. On arrive à s'ajuster comme il faut, et c'est vrai que ça a été quand même assez cinglant, parce que ça paraît anodin comme ça, mais encore une fois, ça peut arriver qu'une équipe démarre mal, mais il y a toujours une défense qui peut concéder des touchdowns, mais qui à un moment donné trouve la solution, arrive à limiter au moins un des field goals. Et là, constamment, tout ce qui a été appelé de la part de l'attaque de Cleveland, ça a fonctionné. Donc voilà, pour l'instant, tout a l'air de s'aligner au niveau de cette attaque. Et je le répète, c'est de bonne augure pour au moins la semaine à venir. C'est un autre sujet pour un autre jour, mais on pourrait se demander ce qu'ils vont faire d'Odell Beckham. Je dis ça. On a un très gros Jarvis Landry aussi sur ce match. Enfin, tout le monde a quand même plutôt bien joué. Raphaël, convaincu notamment par Baker Mayfield, qui a été pas mal critiqué ces dernières années. Ouais, bon après j'attendrai encore de voir, parce que Baker Mayfield c'est un peu le même système à chaque fois. Il est critiqué dans la presse, il revient avec une mentalité d'underdog, il fait un super match, puis il rentre bon, j'attendrai. Après oui, il fait clairement un bon match, je veux dire, on peut pas le critiquer sur il prend ce qu'on lui a donné, il a fait des jeux, enfin je vois pas, je pense la défense des Steelers a un peu déçu, et il y a eu quelques trucs un peu assignations bizarres dans la défense de Pittsburgh, et on pourrait revenir sur le coaching staff des Steelers, mais oui, non, clairement l'attaque de Cleveland fait son match de A à Z, il y a rien à redire dessus. Ouais. Eh ben écoute, on parle défense, alors parle-nous de la défense des Steelers, qu'est-ce qui t'a alerté? Bah écoute, j'ai encore vu ces trucs un peu bizarres où t'as un Jarvis Landry qui est aligné dans le slot, et pour le couvrir tu choisis un linebacker, alors qu'à ce moment-là Landry est vraiment le seul receveur sur le terrain en plus, à côté c'est que des coureurs ou des tight ends. Bon, il y a des trucs un peu bizarres comme ça, les assignations en défense, des choix offensifs. On l'a dit, on va pas remettre sous le bus Mike Tomlin alors qu'on l'a plutôt encensé après le début de saison, la perte des stars et tout, donc on va pas tourner notre veste. Je pense que Mike Tomlin est un bon coach pour créer un groupe sérieux, créer une identité et tout ça, mais à mon sens, il a besoin d'être mieux accompagné en termes de, et c'est pas le seul dans ce podcast à mon avis pour lequel on dira ça et on y reviendra, mais il a besoin d'être accompagné par des meilleurs coordinateurs, et là, à mon sens, les coordinateurs de Pittsburgh font pas le taf, tout simplement. Grégory, d'accord sur le fait qu'il faut renouveler au niveau des coordinateurs? Ouais, je pense. Alors après, c'est vrai que la défense, là, malheureusement, sur ce match-là, alors la couverture de Allen Baker, c'est un grand classique de Keith Butler. Il l'avait laissé un petit peu de côté ces dernières années, mais malheureusement, c'est pas la première fois que c'est mis en application. Et c'est vrai que c'est bien de vouloir innover pour surprendre l'attaque adverse, mais à un moment donné, si ça surprend même ton personnel, c'est qu'il y a un souci. Donc je serais moins sévère pour Keith Butler. Après, je pense que pour Fitchner, oui, faut peut-être tourner la page. Là, clairement, on a vu les limites. C'est vrai que le jeu au sol a peut-être pas suffisamment de playmaker, je veux bien, mais je pense qu'il y a quand même moyen de faire mieux avec cette escouade de receveurs, un Big Ben qui est revenu quand même à un niveau convenable, plus que convenable même, et une ligne offensive qui a quand même été globalement carrée depuis le début de la saison. Donc s'il y a un changement de coordinateur offensif, ce serait pas une mauvaise chose, je pense, pour Pittsburgh. Donc tu n'enterres pas Ben Roethlisberger. Je prends toutes les perches qu'on me tend ce soir. Bah on sait pas ce qu'il va faire, hein. Concrètement, tu parlais de Beckham tout à l'heure, rien ne nous garantit, surtout quand tu vois sa réaction en fin de match et ses pleurs, qu'il sera de retour en Pennsylvanie l'année prochaine. Oui. Bon, après, est-ce que tu le gardes s'il veut? Encore une fois, il fait pas une mauvaise saison, hein. Loin de là. Hein. Ouais, il y aurait pas Alex Smith, il pourrait être prétendant pour un comeback player de l'année. Hein. Ce serait pas indécent. Après, oui, je pense qu'il faut quand même considérer le poste de quarterback pendant l'intersaison, que ce soit pour un court ou long terme. Bon, Raphaël, t'es d'accord? Tu continues avec Ben Roethlisberger, si j'ai bien compris. S'il veut continuer, s'il veut bien aussi prendre un petit rabais sur son poids dans la masse salariale, parce que j'ai cru voir passer que l'an prochain, il allait quand même coûter 40 millions dans le cap, avec les bonus à la signature, tout ça. Bon, s'il veut bien réduire un peu tout ça, histoire d'être moins lourd, oui, je le garde, oui. Un petit mot quand même négatif, enfin en tout cas plus inquiétant sur Cleveland. Ils prennent 553 yards, alors dans des conditions particulières, mais c'est quand même pas hyper rassurant quand tu vas jouer Patrick Mahomes a priori, parce que quand Pittsburgh s'est réveillé, ça circulait beaucoup dans les airs quand même, hein. Raphaël, je sais que ça t'a un peu inquiété. Moi, ça m'a un peu inquiété. Alors à leur décharge, deux choses. Ils ont pas Denzel Ward, donc c'est l'impact de leur cornerback numéro 1 sur le backfield, donc forcément. Après, est-ce qu'ils le retrouveront la semaine prochaine? J'ai pas vu de trucs en ce sens, donc bon, voilà. Et
c'est vrai que certains l'ont dit, quand tu mènes 28-0, la défense joue un peu plus en préventif, comme on dit, plus donc un peu de relâchement. Est-ce que potentiellement, enfin, ils joueront pas forcément comme ça la semaine prochaine face aux Chiefs s'ils mènent pas de 28 points. Donc c'est vrai qu'il y a eu peut-être un peu de relâchement, tout ça, je veux bien l'entendre. Maintenant, malgré tout, sur l'ensemble de la saison, quand on regarde plus dans le détail, c'était une des deux équipes qui prenait le plus de big play aériens, de plus de passes de 20 yards, qui était la plus fragile en profondeur. Et ça, à une semaine de rencontrer Kansas City, j'avoue que c'est pas ce qui me rassure le plus quand ta faiblesse en défense, c'est le jeu en profondeur. Voilà. Mais on pourra y revenir jeudi. On pourra revenir jeudi dessus, mais... Grégory, inquiet ou pas, toi, pour cette défense aérienne? Non, je rejoins ce qu'a dit Raph. Alors tout est pas rassurant, bien entendu, hein, mais c'est vrai que c'est difficile en tout cas de prendre cette rencontre en tant que comme symbole en tout cas de cette fragilité-là. Il y en a eu, mais je l'ai dit tout à l'heure, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de matchs cette saison aussi où Cleveland a creusé l'écart très très vite. Et où forcément après oui il y a peut-être un petit peu de relâchement, un adversaire qui doit beaucoup passer le ballon justement pour rattraper son retard, et c'est vrai que forcément ça se ressent au niveau des statistiques. Après cette absence de Denzel Ward et cette capacité en effet de la part de son futur adversaire à accélérer beaucoup plus que Pittsburgh, ça c'est sûr que ça doit être un point sur lequel Kevin Stefanski et son staff doivent appuyer cette semaine. Tu l'as dit, Raphaël, on en reparlera jeudi dans la preview. Titans 13, Ravens 20. Lamar Jackson a gagné un match de playoff. Ça n'a pas été facile. Il a été bien aidé par sa défense, mais il a gagné et il a réussi quelques actions décisives. Convaincu ou pas par Lamar Jackson, est-ce que la machine est lancée vers les sommets? Est-ce qu'il est inarrêtable? Est-ce que le titre est à lui? Grégory, tu souris très fort. J'aime bien ta mesure. Je suis pas le seul à sourire, hein, je précise. Oui, mais je te voyais mieux. Tu es mieux éclairé par la webcam. Non, mais alors en tout cas... moi, je vais le dire, c'est vrai que très franchement, on a eu un début de match où on pouvait avoir un petit peu peur pour Lamar Jackson. C'est vrai qu'il y a un début où Baltimore a été un petit peu ballotté, notamment offensivement. Alors, il n'y a pas eu 8 drives non plus, hein, mais en tout cas, c'est sûr que en plus, il y a cette interception qui intervient assez rapidement, celle de Malcolm Butler. Donc, on pouvait se dire, attention, est-ce qu'il ne va pas retomber dans ses travers de la saison passée? Et en effet, même si, encore une fois, moi, de mon statut un peu réac, j'aime pas le style du quarterback. Au moins, il a démontré que voilà, mentalement, il n'était pas aussi éteint que ce qu'on avait pu voir l'année dernière ou il y a 2 ans. Et c'est déjà une très bonne nouvelle pour les Ravens, parce que s'ils arrivent à vraiment avoir un leader offensif pleinement focalisé au mois de janvier avec justement un jeu au sol hyper établi qui carbure à 100% depuis maintenant un bon mois. En effet, ça peut. Je parle qu'offensivement, bien entendu, mais en effet, il y a des ingrédients qui peuvent permettre à Baltimore d'en embêter plus d'un dans la course pour le trophée Lombardi. Raphaël, toi, est-ce que tu as été convaincu? Oui et non, mais je sais pas si je cherchais à être particulièrement convaincu non plus. Pour moi, on a vu ce qu'on attendait. Un Lamar Jackson qui a joué sur ses qualités, et moi je reproche pas au final de jouer sur ses qualités tant que ça gagne pour Baltimore. Je pense que c'est bien l'essentiel, et au final il vaut mieux un quarterback qui gagne en connaissant ses limites à la passe qu'un quarterback qui tente n'importe quoi à la passe en se disant mais si je peux le faire, vous allez voir. Après, est-ce que je pense que ça suffit pour aller soulever le Lombardie? Non, je pense que ça ne suffira pas. Maintenant, il reste qu'en 3e année. À chaque fois depuis qu'il a pris le poste de titulaire, son équipe va en play-off, il passe un tour de plus, il y a peut-être un déblocage mental. Enfin, pour moi, il continue sur sa phase de progression. Donc à partir de là, tant mieux, et tant mieux pour sa franchise. Et... ça reste quand même. Enfin, moi je trouve que ça reste quand même hyper limité à la passe. En effet, dès qu'ils voient que c'est pas la folie à la passe, ils reviennent au jeu au sol. C'est une équipe au sol. Voilà, mais ça reste. Moi je trouve que tu passes toujours très très vite de mais qu'est-ce qu'il fout à vas-y cours, super. Voilà. Mais après, c'est pas rassurant. Après, je trouve qu'encore une fois, le play call offensif s'adapte quand même assez bien. Je trouve qu'il y a eu un play call qui joue beaucoup sur la vitesse autour de Jackson, avec notamment un Marquise Brown, je trouve, qui a été très très bien utilisé. Et c'est vrai que c'est quand même des choses. Un Mark Andrews en plus qui était quand même assez bien surveillé en début de match, notamment par Kevin Byard. Et on a vu malgré ça qu'il a quand même réussi à trouver une connexion avec son tight end. Donc c'est aussi ça qui me rassure. C'est pas uniquement le simple fait de réussir à trouver le big play, parce qu'en effet, il y a notamment une action d'éclat qui lui permet de remettre Baltimore et lui-même du coup dans le bon sens. Mais c'est vrai que
je te rejoins, il y a ce côté toujours un petit peu, entre guillemets, frustrant, ou en tout cas, où on se pose la question, on peut prendre peur et être rassuré en l'espace d'une seconde. Ça s'efface pas d'un coup, mais voilà, ça rassure au moins un peu plus quand on voit qu'il est capable de faire ce qu'il a fait dimanche en play-off. Ouais, moi je suis comme Raphaël, je pense que c'est limité en effet, parce que ce sera... Je sais pas s'il va progresser au point qu'un jour il disséquera des défenses à la passe, mais il y a encore du boulot. Hein, ça c'est. Mais voilà, quand il joue sur leur force, bien sûr. Il peut faire des trucs incroyables que personne ne peut faire. Il sort de situations folles. C'est toujours pareil. Hein, c'est pas parce que tu le sais que tu vas réussir à les arrêter. Hein, donc c'est ça. Ils vont jouer comme ça jusqu'au bout. Hein. Oui, non, mais c'est la difficulté du truc, évidemment. Ils savent, quand ils sont dans leur registre et qu'ils le font bien, on le voit, ça gagne. Parce que j'anticipe un peu, mais ils prennent 5 sacs quand même sur ce match-là. Hein. Oui. Ah bah, on avait l'impression que Tennessee s'était trouvé un pass rush incroyable en une semaine. Et malgré ce, ils arrivent quand même à être un minimum performants en attaque. Parce que bon, 20 points, c'est pas la folie furieuse non plus. Mais en tout cas, ils arrivent quand même à avoir un certain rendement et à marquer quand il faut le faire. Alors les Titans, eux, n'ont pas pu compter sur leur leader offensif. Derrick Henry qui a été très très bien neutralisé. 18 courses, 40 yards, ça fait 2,2 yards par course. Est-ce que ça voudrait dire qu'un coureur ne fait pas gagner des titres, Raphaël? Ah non, c'est vrai. Ah, la jolie perche. Oui, bah non, mais après, bon, c'est toujours un peu facile de dire ça comme ça après ce match-là, mais ça prouve, ça montre que effectivement, quand la ligne offensive est moins dominante, que les brèches sont bien colmatées, parce que Derrick Henry s'est quand même retrouvé sur la plupart de ses snaps face à une box, comme on dit, remplie avec 7-8 défenseurs en face, et il rentrait juste dans le tas, malheureusement. Moi, je trouve que le souci, c'est peut-être plus le coordinateur offensif qui s'est entêté à lui donner des ballons. 18 courses de mémoire à un moment du match. Alors, je sais plus si c'est le chiffre final, mais à un moment du match, on était à 18 courses pour 22 passes. Quand tu vois que les courses n'étaient qu'à 1,8 yards de gain, est-ce qu'il fallait s'entêter autant ? Est-ce qu'il fallait pas chercher autre chose, plus de play action, plus de... écoute, après, mais je comprends, hein, c'était leur meilleur joueur offensif, ils ont voulu mourir avec, j'ai envie de dire, bah... Voilà, moi je pense que ça suffit pas, un très grand coureur, mais... Bah après, si tu veux, en saison régulière, quand Tennessee va gagner à Baltimore, c'est un peu ce qui avait été mis en place par Arthur Smith, et c'est un peu ce qui avait fini justement à faire craquer cette défense des Ravens. Après, je te rejoins à 100%. Là, au niveau de la boîte, s'ils avaient pu mettre 11 mecs, ils auraient mis 11 mecs. Hein. Là, à un moment donné, c'était assez flagrant. Les phases de blitz et ça était assez serré pour être sûr de le prendre à la gorge dès le début. Mais c'est sûr que, pour répondre à ta question, Alain, je ne sais pas si c'est les limites d'un running back dans l'optique d'un titre, mais en tout cas, dans la NFL moderne, c'est les limites d'un running back qui a peut-être pas un panel aussi large que d'autres. Et c'est sûr qu'un Derrick Henry, par exemple, s'il avait pu sortir du backfield et proposer un peu plus de solutions à Ryan Tannehill, puisque là, en l'occurrence, hormis AJ Brown, j'ai quand même trouvé que le jeu aérien était un petit peu limité malgré tout. Un peu disparu, ouais. Voilà, et c'est vrai que si tu avais eu un running back capable justement en capacité de punir justement ces Ravens qui remplissaient la boîte et qui du coup laissaient d'énormes espaces dans les zones intermédiaires, là c'est sûr que ça aurait pu être un tout autre match pour Tennessee, mais voilà, après un Derrick Henry, tu le prends avec ses qualités et ses défauts, et là sur ce match malheureusement ça a été un défaut un peu rédhibitoire pour les Titans. Après, c'est vrai que c'était une attaque qui était quand même très productive en saison. Il termine à 209 yards seulement. Bon, oui, il n'y avait pas grand-chose en dehors des Brown, mais ils n'ont pas non plus cherché beaucoup de choses en dehors des Brown et d'Eric Henry. Donc c'est vrai qu'ils sont un peu morts là-dessus. Et ils sont un peu morts aussi par manque d'agressivité, puisqu'on en parle beaucoup ces dernières années. Et celle-là, elle est pour toi, Raphaël, tu le sais bien. Ils puntent sur 4e et 2 des 40 yards adverses, alors qu'ils sont menés 17-13 à 10 minutes de la fin. Raphaël ne l'aurait pas fait. Ah bah clairement pas, surtout pour faire un touchback derrière et permettre à l'adversaire de repartir de ses 20 yards. C'est un punt qui du coup te fait gagner 20 yards. Voilà, j'avoue que autant lancer une passe en profondeur dans la end zone et se faire intercepter, tu vois, à la limite, tu lances dans la end zone, Tannehill a le bras, il y a AJ Brown, tu le lances dans la end zone, tu vois ce qui se passe. Au pire, elle est interceptée, tu repars aussi des 20 yards. Enfin, bon, voilà, j'ai vraiment du mal à comprendre là le choix de Vrabel, qui l'an dernier disait je suis prêt à me couper une testicule pour aller au Super Bowl. Alors, je veux bien qu'il soit prêt à ça, mais s'il est prêt à ça et pas à jouer une 4-2 avec Derrick Henry, AJ Brown, Tannehill,
Bon. Il a peut-être revu ses priorités. Ouais, bah peut-être. Ouais, non, mais du coup, c'est vrai que j'ai été assez étonné de ce choix. Ouais, peut-être qu'il a revu ses priorités testiculaires. Non, mais bon, enfin bon. Ça arrive. Greg, tu l'aurais joué ? Je sais pas, attends, j'étais en train de revérifier. Ouais, 10 minutes à jouer. Ouais, ça peut se tenter une 4ème et 2, franchement. Ouais, ça aurait été. Surtout... Il y aurait eu 10 yards à parcourir, j'aurais compris, mais là, c'est sûr que sur ce genre de phase de jeu, oui, franchement, ça peut se tenter, ouais. Surtout que tu es censé justement avoir Derrick Henry, super coureur. Et surtout, je trouve que ça correspond du coup pas trop à leur philosophie sur toute l'année, où ils envoyaient de l'agressivité, ils jouaient même sur ce match, par exemple, on a vu pas de course, de mémoire, j'ai pas un souvenir de course appelée pour Ryan Tannehill, alors que cette saison, on avait vu 2-3 fois Ryan Tannehill qui sortait de la poche. Je me suis dit aussi, ouais. Et là, pourquoi ? Tu vois, il a un peu de jambes sur une 4-2, une play action ou un truc. Bon, bref, voilà, je suis déçu là-dessus. C'est vrai. Bon, même s'il y a eu 5 sacs, ça reste quand même la défense, leur priorité de l'intersaison. Paradoxalement, même si l'attaque a été éteinte et que la défense a été plus mordante. C'est ça. Après, est-ce que c'est un peu l'inverse sur ce match-là, on a vu l'inverse de ce qu'on a vu toute la saison, parce que tu as plus ou moins résumé depuis quelques minutes, mais oui, après, il y a quand même l'impératif d'améliorer notamment le front seven, ou en tout cas le pass rush. Ça me paraît être la moindre des choses. Après, la ligne offensive, on a essayé de se dépatouiller un peu comme on pouvait cette saison avec pas mal de brio, je trouve. Et puis j'en parlais, surtout que Corey Davis est free agent cette intersaison, ce sera bien de trouver une autre menace offensive pour soulager un petit peu AJ Brown qui va être plus que surveillé dès la saison prochaine. Bills 27, Colts 24. Ils se sont fait peur, ils avaient le match en main avec 14 points d'avance. Finalement, les Colts ont eu une série pour gagner, mais ils ont été stoppés par la défense. On va revenir sur le scénario, on va revenir sur les Colts, on va revenir sur des choix de coaching, puisqu'on a commencé là-dessus. Mais il faut bien le dire d'entrée, quand même, Josh Allen confirme, et il confirme plutôt bien avec la manière. 26 sur 35, 324 yards, 2 touchdowns, 11 courses, 54 yards, 1 touchdown. Stephon Diggs confirme aussi 6 réceptions, 128 yards et un passage dans la end zone. Il y a une vraie connexion. Le jeu au sol était absent, puisque c'est Allen qui a pris grandement le relais. Mais il y a quand même une belle confirmation de Josh Allen, Raphaël. Oui, une belle confirmation de Josh Allen. On attendait tous après cette saison forcément ce match de play-off ou voir s'il allait passer cette marche dans sa progression. Il a réussi, il a fait des super lancers, tu sens que c'est un vrai leader dans cette équipe, il va chercher des big plays un peu dans tous les sens, à la passe, lui à la course. Enfin, clairement, c'est vraiment une prestation aboutie tout simplement dans la lignée de sa saison, en fait. Donc, à partir de là, tant mieux. Les Bills peuvent continuer à construire dessus avec cette escouade de receveurs, parce que Cole Beasley aussi a fait par moments dans les zones intermédiaires un beau boulot à ne pas oublier. Donc, c'est très solide et c'est plaisant à voir, tout simplement. Je crois que là... Grégory. Un peu dans la même logique que Lamar Jackson, là, c'est sûr que c'est encore plus symptomatique parce que ça brille quand même à la passe de manière assez symptomatique. Après, ce que j'ai bien aimé aussi, c'est surtout sa réactivité, sa capacité d'improvisation qui est quand même bien symbolisée notamment par le touchdown de Dawson Knox, où le jeu appelé n'est pas une passe, mais où bon an mal an, même si c'est pas hyper esthétique, il arrive quand même à trouver son tight end démarqué dans une situation qui est quand même pas hyper enviable. Pareil sur le dernier drive de la première mi-temps qui permet notamment à Buffalo de marquer, où il arrive à trouver Gabriel Davis dans un angle absolument dingue en contournant le long de la ligne de touche. Donc c'est vrai que c'est aussi des facultés qui ont été améliorées très clairement du côté de Josh Allen et qui peuvent faire le plus grand bien. Avoir un quarterback mobile, ça on le découvre pas du côté de Buffalo, mais si en plus au mois de janvier, même s'il y a encore un peu de déchets, on l'a eu en fin de match avec ce fumble qui a failli coûter cher, il y a quand même cette capacité à être solide dans les moments chauds, un petit peu à l'instar de ce qu'il avait montré en saison régulière cette année. Et moi, je suis toujours bluffé par sa mobilité. Il a un truc qui rappelle un peu Cam Newton, je trouve, dans la puissance. Il a quelque chose quand même de très très fort à ce niveau-là aussi. Ceci étant dit, les compliments sur Buffalo, est-ce que les Colts ont finalement pas gâché une occasion parce qu'ils sont pas très loin et avec un peu plus de réalisme, ce match il semblait quand même plutôt à leur portée, non, Raphaël ? Oui, il est à leur portée. De toute façon, quand tu vois le score final et que tu refais, alors bon, c'est toujours pareil, refaire le fil du match, une action qui change, on ne sait pas si tout se serait déroulé de la même manière, mais disons qu'en tout cas, entre le field goal raté sur le poteau de leur kicker et la 4e tentative à la passe de Philip Rivers qui est droppé, mal ajusté dans la end zone,
techniquement, c'est 2 jeux qui, s'ils sont bien réalisés, font vraiment basculer potentiellement le match du côté des Colts. Donc, ils ont eu les opportunités de le remporter, ce match. Ils peuvent clairement le regretter. Je pense que le coaching, notamment, peut le regretter. Mais du coup, c'est quand même pour eux, dans cette défaite, c'est le motif d'espoir, c'est quand même de se dire qu'il y a une équipe solide qui a fait quasiment match les yeux dans les yeux avec une des meilleures équipes de l'AFC. Donc, il manque pas non plus énormément à cette équipe d'Indianapolis pour passer un cap. Hein. La décision dont tu parles, c'est 4ème et goal à 4 yards de la end zone avec 3 points d'avance. Ils sont à 17, c'est très tôt dans le match. Alors, toi, t'es hyper agressif. Tu regrettes ce choix ou pas ? Ah non, moi je trouve que c'est un bon choix. Et d'ailleurs, le choix est bon dans le sens où la passe, elle est réussie, le jeu appelé est le bon. C'est la réception, c'est la réalisation par le joueur qui est pas bonne. Mais en soi, le jeu est bien appelé. La défense de Buffalo s'est fait avoir sur le coup. Donc, après, le coach n'est pas toujours responsable de l'exécution de ses joueurs. Alors, nos auditeurs noteront que pour une fois, nous ne serons pas d'accord. Parce qu'on nous dit qu'on est souvent trop d'accord. Heureusement que je suis là. Voilà. Moi, pour le coup, je suis pas d'accord parce que je suis vraiment team prends les points en début de match, notamment en play-off. Prends tout ce que tu peux, surtout quand t'es pas le favori, on va dire. Donc, ça aurait fait 13-7. Alors c'est trop facile de dire il manque 3 points, hein, je dis pas ça, les 3 points ça aurait pu être le field goal de 33 yards qui rate aussi, hein. Qui lui est tapé pour le coup, tu vois, donc voilà, plus, qui lui est tapé, mais je sais bien, il faut pas faire confiance au kicker normalement, mais là c'était suffisamment prêt pour lui faire confiance, donc moi je l'aurais pris. J'ai pas vraiment compris cette décision là. Grégory, toi tu la prenais? Pour une fois, c'est moi qui vais être entre vous deux, je pense, parce que non, très clairement, c'est sûr que je comprends pas la logique de. Enfin, c'est sûr qu'il y en a une qui est vraiment en position goal line et l'autre qui est à 15 yards, donc c'est sûr que le fait de la tenter quand t'es vraiment en position goal line, pourquoi pas. Après, c'est sûr que voilà, ça laisse des regrets sur un match où à ce moment-là t'es devant. Tu vois, à la limite, t'aurais plus couru après le score, j'aurais pu comprendre. Là, c'est sûr que t'as 3 points d'avance. Emmagasiner, c'est pas forcément une mauvaise chose. Après, je me permets d'anticiper un peu, mais je pense aussi que c'est une des clés, même si en effet je rejoins Raph, hein, le coaching n'est pas forcément toujours responsable de l'exécution, mais c'est vrai que c'est une des clés aussi qui pour moi a pesé sur ce match, c'est-à-dire qu'il y a vraiment eu un momentum qui a fait très mal aux Colts, parce qu'il y a ce turnover on down, derrière il y a le fameux dernier drive avant la mi-temps avec avec les 2 catchs de Gabriel Davis d'extrême limite. Le deuxième d'ailleurs me paraît un petit peu controversé, mais ça c'est mon avis personnel. Alors il me semble qu'il y a l'empiètement de Touraille derrière sur une 4ème. Il y a l'interception manquée d'Isaiah Rodgers, et puis derrière il y a le touchdown de je sais plus trop qui d'ailleurs, ça va être celui de Josh Allen. Donc c'est vrai que tout ça mis bout à bout, je pense que du côté d'Indianapolis ça a mis un petit coup sur la tête, et bizarrement derrière, même si le field goal manqué n'a pas aidé dans le 3e quart, voilà, on a senti que Buffalo a aussi pris les devants derrière, enfin a creusé l'écart en tout cas. Et mais mine de rien, voilà, c'est un moment où Indianapolis est resté un petit peu dans le trou, qui a été fatal selon moi, parce que l'écart entre les deux équipes il est pas si monstrueux que ça. La conversion à 2 points au lieu de l'extra point quand tu reviens à 8 longueurs, par contre là on est d'accord que c'était bizarre. Ça c'était vraiment bizarre, pour le coup j'avoue que ça m'a pas... Oui, ouais, j'ai pas compris non plus. Ouais. Bon, on est d'accord. Encore une fois, le reste... C'est à l'image, je trouve que c'est quand même un peu à l'image du coaching de Frank Reich sur tout ce match, alors qu'on soit pour ou pas la 4ème tentative en goal line, et à la limite... C'est pas le seul choix un peu étrange, parce que ça rejoint une saison quand même où on a vu des Colts en difficulté en 3ème tentative, dans la red zone, et ça s'est à nouveau vu plusieurs fois. Ils se contentent plutôt de taper un field goal. Donc je pense qu'il y a un axe de progrès aussi pour Frank Reich à ce niveau-là, hein, sur le coaching. Et c'est d'autant plus dommage que le reste a pas mal marché, hein. Ils ont gardé le ballon 34 minutes, ils ont converti 9 sur 17 en 3ème tentative, ils ont couru 163 yards, donc le plan était plutôt bon. Ils finissent avec 472 yards, mais ils n'en tirent que 24 points. Donc c'est vraiment ça le problème pour cette équipe. Philip Rivers, 27 sur 46, 309 yards, 2 touchdowns. Il a l'air de vouloir continuer. Ça va être dur de trouver mieux, ça pourrait être pire, ça pourrait être mieux, mais ça va être dur de trouver mieux de toute façon, non ? Ouais, après il fait pas un mauvais match en état, hein. C'est vrai qu'on pourra toujours dire que dans les moments clés, il a eu du mal à trouver ses principales cibles. Il y a eu des bonnes connexions longue distance avec T.Y. Hilton, mais bon, c'est vrai qu'il s'est plus appuyé sur un Michael Pittman sur des screens, des jeux un petit peu spéciaux, en tout cas où il n'y avait pas non plus une énorme prise de risque.
Mais en tout cas, j'ai pas trouvé son match catastrophique, en tout cas pour un quarterback qui est souvent décrié en play-off. C'est pas lui, à mon sens, qui fait perdre son équipe, et c'est vrai que je te rejoins. Même s'il va y avoir un marché des quarterbacks, je pense, assez mouvementé au printemps, je sais pas si les Colts gagneraient spécialement à s'en débarrasser, vu qu'il a pas fait de mauvaise saison. J'ai dit, c'est toujours une question de rythme et d'alternance. Si tu sais ce que tu as avec Philippe Rivers, et là en l'occurrence sur ce match-là, ça a joué très équilibré, et encore une fois, ça a été dans le coup jusqu'au bout. Si tu sais comment l'utiliser, il n'y a pas de raison qui te tire une balle dans le pied à outre mesure, quoi. Il est pas cata, mais tu sens qu'il n'y a pas une étincelle et qu'il va pas te sortir le drive qui va chercher un le match. C'est un peu le souci. Aujourd'hui, c'est un game manager. Si tu me permets l'image, j'ai toujours du mal avec les images si je m'appuie sur les dernières semaines. Mais ouais, on est plus sur du Alex Smith plus quoi. C'est-à-dire que là, à l'heure actuelle, oui, tu lui demanderas pas de claquer 400 yards pour faire gagner ton équipe, quoi. Et la mobilité en moins, parce que c'est un quarterback statut maintenant, Philippe Rivers. S'il n'y a pas de solution, c'est fini, quoi. Et on l'a vu d'ailleurs sur le dernier drive, c'était assez chaotique. Oui, les passes sur le dernier drive sont assez cata. Ah ouais, il y en a deux à la suite, là, après, qui sont quand même... Comme tu dis, le problème de cette étincelle, je te rejoins, mais encore une fois, c'est contextuel en NFL à l'heure actuelle. Est-ce que tu as beaucoup plus de quarterbacks potentiellement disponibles qui peuvent t'apporter cette étincelle? Alors, il y a toujours la draft potentielle d'un jeune talent que tu repêches. Ça, bon, j'en sais rien. Combien il y en a? Est-ce que tu as l'occasion de le faire de l'opportunité? Mais sur le marché, en tout cas, ou sur les potentiels trades, t'as pas 15 000 solutions non plus. Hein, je veux dire, donc, il faut vraiment peser le pour et le contre. Petite pause. À moins que vous vouliez dire un mot de la défense de Buffalo, d'ailleurs. Je dis qu'ils ont pris 472 yards, quand même. Ouais, je sais pas. Avant le match contre Baltimore, c'est pas ce qui me rassure le plus. Mais ouais, non, la défense a pas été déshonorante, mais c'est vrai que bon, va falloir cravacher plus. Là, le jeu au sol les a beaucoup mis en difficulté. C'est ça, ils ont eu beaucoup de mal face à Jonathan Taylor, qui est un peu la seule menace au sol finalement des Colts. Là, il y a eu un bon Naeem Hines quand même. Hein. Ouais, c'est vrai, qui en plus a un peu tendance à sortir du backfield, mais disons que je trouve que Baltimore en plus arrive avec encore plus d'options au sol que ce que n'ont les Colts. T'as Jackson, t'as Gus Edwards qui peut sortir, t'as Dobbins, enfin ça peut devenir inquiétant, à surveiller. Ouais. On en reparle jeudi, petite pause et on revient pour la NFC. Hey, Kurt Warner here. Hi to everybody at the Touchdown Podcast. Kurt Warner, fier vainqueur du Super Bowl avec les Rams, puisqu'on va parler évidemment des Rams qui affrontaient les Seahawks, et victoire de Los Angeles 30-20. C'était pourtant à Seattle. Il y a quelques semaines de ça, Russell Wilson était considéré comme un candidat sérieux au titre de MVP, figurez-vous. Samedi, les Seahawks ont signé une sortie assez décevante au premier tour, c'est un euphémisme. Alors oui, la défense des Rams c'est super, mais on va en parler. Mais qu'est-ce qui est arrivé aux Seahawks de début de saison, messieurs? Où sont-ils passés? Raphaël, toi qui a poussé la candidature, tu étais son porte-parole, son chef de campagne de Russell Wilson. Bah, en milieu de semaine, il m'a fait une baladure quoi, au milieu, avant même l'élection, on se sentait bien, on était en tête des sondages et puis bim quoi. Alors attends, là le truc c'est que si tu veux, déjà avec Puff Daddy tout à l'heure, j'étais un peu border, mais alors Edouard Balladur, je pense qu'en effet on a perdu. Alors pour situer aux plus jeunes, Edouard Balladur c'est un homme politique des années 90 qui était candidat à la présidentielle de 95, grand favori devant Jacques Chirac, pour finalement perdre au premier tour. À qui on peut le comparer comme homme politique actuel, Raphaël, pour leur donner une idée? Macron avec un goitre? Macron avec un goitre. Ouais, ok. Allons-y, ouais, non mais c'était dans les guignols de l'info qu'il l'appelait Balacan le pédimou ou quelque chose comme ça. Balacan. Parce qu'il ressemblait à un pélican. Oui, t'as raison, qui pendait. C'est ça. Bref. Mais non, Chirac l'appelait couille molle dans les guignols. Oui, ça par contre, exact. C'est un autre. C'est vrai. Donc, pardon. non, mais tapez Balladur dans Google, les jeunes. Oui, voilà. Écoute, qu'est-ce qui s'est passé? C'est une bonne question. Je pense qu'il va falloir prendre le temps de réanalyser vraiment le changement qu'il y a eu en milieu de saison, clairement, parce qu'il y a eu un vrai gap entre, je dirais, la semaine 8 et 9.
il y a un peu de baisse de régime forcément d'un Russell Wilson qui continue à courir pour sa vie match après match. Donc ça, on peut se demander au bout d'un moment ou à la fin de la saison l'impact mais bon, en même temps, sa ligne offensive était presque un peu mieux en milieu de saison et je sais pas. Je t'avoue que là, c'est encore un peu trop tôt à mon avis pour refaire vraiment le bilan à ce niveau-là. Grégory, on a un Wilson qui est à 11 sur 27, 174 yards, 2 touchdowns, une interception, 5 sacks. Son plus petit total de passes complétées sur la saison, c'était 18. Là, il est à 11. Et sinon, il avait aucun match à moins de 20 passes complétées en dehors de sa sortie à 18. Il n'a lancé moins de 200 yards qu'à 4 reprises sur toute la saison, dont 3 fois sur les 4 derniers matchs. Il y a quand même une baisse terrible sur la fin de la saison. Ouais, j'avoue que même moi j'ai du mal à le comprendre. Alors, je dis ça comme ça, encore une fois, le but c'est pas de défendre outre mesure Russell Wilson, même si j'aime beaucoup le joueur, mais je serais vraiment pas étonné dans quelques semaines qu'on apprenne qu'il y ait peut-être un petit pépin physique qui traîne, parce que c'est vrai que on s'interrogeait il y a quelques semaines sur la transformation de Carson Wentz d'il y a 2 ans à cette année-là, mais alors une telle transformation d'un joueur entre le début et la fin de saison, j'avoue que j'ai un peu de mal. Et c'est vrai que là je le sens extrêmement pâteau dans ses déplacements, alors que ça a souvent été son arme principale, la manière de bien se mouvoir dans la poche et de vraiment réussir à gagner du temps. Et là, je trouve que même quand il gagnait du temps, il mettait vraiment 10 plombes à lancer le ballon, ou alors paradoxalement, il se précipitait, comme c'est le cas notamment sur le pick six de Darius Williams. Donc c'est vrai que c'est assez paradoxal pour un joueur dont on a souvent vanté, moi le premier en tout cas, son intelligence de jeu. De voir à quel point il a totalement déjoué, et on a l'impression que c'est plus du tout le même joueur. Donc après, je rejoins Raph. Est-ce que c'est pas aussi un moyen pour l'organisation des Seahawks d'avoir une petite sonnette d'alarme au moment où la défense devient vraiment performante, de se dire est-ce que c'est pas le moment d'améliorer la O-line? Parce que clairement, autant Russell Wilson n'est pas bon sur le match de ce week-end, autant la O-line, elle a été pour le moins catastrophique. Énormément de flags concédés, une protection qui laisse toujours à désirer, même si on dira qu'en face, forcément, il y avait notamment Aaron Donald. Mais seulement sur une partie du match. Comment ? Ils n'ont même pas l'excuse qu'il soit là tout le match parce qu'il sort en cours de match. Oui, non, mais voilà. Mais en tout cas, il y avait une pression constante. T'as Leonard Floyd également qui a fait des jeux décisifs par moment. Mais voilà, on peut pas avec une telle ligne offensive. En fait, c'est ça. Dès que Russell Wilson, et là, ça a été la preuve par l'exemple, dès que Russell Wilson baisse de régime, c'est fini pour l'attaque des Seahawks. Et pourtant, il y a un jeu au sol, il y a un bon running back, il y a des receveurs qui commencent à être extrêmement établis, mais avec une O-line comme ça, c'est pas tenable. Alors il y a un truc de coaching aussi, parce qu'on parlait de coordinateur de Seattle tout à l'heure, de Pittsburgh, pardon, je m'embrouille, de Pittsburgh tout à l'heure. Là, du côté de Seattle, on parle souvent d'ajustement à la mi-temps. Ils sont menés 20-10 à la pause, ils rentrent au vestiaire, ils ressortent, les 5 possessions suivantes, bim, 28 yards. C'est quand même un truc qui se passe à ce niveau-là. Hein. C'est pas la première fois avec Schottenheimer. Hein. On a déjà critiqué son play calling offensif, il me semble, à Dallas à l'époque, pour une défaite à la clé. Et c'est vrai que ça, je le mets souvent en avant, mais voilà, avec tout le respect que j'ai pour Pete Carroll, la manière qu'il peut avoir de tenir son vestiaire, de booster ses joueurs, en termes d'encadrement, ça laisse un petit peu à désirer. Et c'est vrai que très souvent, sur des matchs de play-off, on a la sensation que ce soit en attaque ou en défense, il y a un coordinateur qui va avoir tendance à déjouer. Et là, très clairement, même si ça date pas du match de ce week-end et ça commence à durer depuis quelques semaines maintenant, on trouve pas les solutions, et comme tu le dis, on n'arrive pas à s'ajuster comme il faut. Alors que je trouve on a quand même un minimum d'armes à disposition, quoi. Donc c'est ce qui me pose un peu problème. Et je te rejoins, je sais pas s'il faut faire sauter Schottenheimer qui a pas fait un mauvais début de saison. Mais en tout cas, ce serait bien d'avoir encore une fois des coordinateurs à l'unisson, ce qui n'a jamais été le cas cette année. Raphaël, tu as l'air de t'interroger. Oui, non, mais j'essaie de retrouver parce que j'ai vu passer, mais Russell Wilson, quand même, après match, expliquait que peut-être qu'ils n'avaient pas mis assez de tempo, pas assez joué en rythme, c'est pas le bon terme, mais un peu en no-huddle pendant le match. Il avait l'air un peu de reprocher peut-être la gestion de l'attaque à son coordinateur offensif, ce qui est jamais bon signe après une défaite en playoff quand ton quarterback établi commence à dire ça. Parce qu'à mon avis, côté Seattle, s'il faut choisir entre le coordinateur offensif ou Russell Wilson, ça va être rapide. Oui. Donc je suis comme... Je rejoins Greg, je pense qu'il y a un problème de coaching au niveau des coordinateurs plus qu'autour de Pete Carroll. Pete Carroll a l'air de tenir cette franchise. Ils sont quasiment tout le temps en play-off depuis qu'il a pris les commandes.
Mais pareil, un peu à l'image de Tomlin, je trouve. Hein, il faut maintenant réussir à s'encadrer avec peut-être lâcher les rênes à des jeunes coordinateurs qui ont peut-être des idées, qui peuvent changer des trucs, parce que cette équipe, mine de rien, commence un peu à stagner en play-off depuis 2-3 saisons. C'est soit ils sortent, soit ils gagnent in extremis certains matchs, mais le plein potentiel, à mon avis, est pas exploité clairement, comme l'a dit Greg, au niveau de l'attaque. Les Rams sortent donc une belle surprise, d'autant que John Wolford débute le match avant de sortir rapidement quand il a pris un coup dans la nuque. Jared Goff rentre 10 jours après une opération du pouce. On voit qu'il lance comme s'il avait été opéré du pouce. 9 sur 19, 155 yards, un touchdown. Ils peuvent surtout dire un grand merci à Cam Akers, qui a été ce qu'ils attendaient probablement au moment de la draft. 131 yards au sol, 45 dans les airs, un touchdown. Greg, je dis pas de bêtises si je dis que c'était ça qu'on attendait au moment de la draft de Cam Akers. C'était un très très bon coureur. Oui, bien sûr, et c'est vrai qu'il n'a pas été aidé depuis son arrivée en NFL par la multitude de blessures qu'il a traînées. Hein. Il s'est blessé il y a quoi ? Il y a même pas 2 semaines de ça, en l'occurrence. Donc c'est vrai que bon, son retour a fait le plus grand bien, et c'est vrai que là, en l'occurrence, c'est ce que je disais avec Schottenheimer. Encore une fois, à mon sens, j'avais peur que les Rams pêche un peu par jeunesse, d'avoir un effectif très jeune, et en l'occurrence un demi-quarterback, si je peux parler ainsi, parce que Wolford fait pas un mauvais début de match en plus. C'est quand il sort, ils sont déjà en zone rouge, hein, me semble-t-il, donc il arrivait quand même à faire avancer cette attaque de Los Angeles. Et ouais, avec un Jared Goff qui a frôlé l'interception sur quasiment tous ses lancers, ils ont quand même réussi à dicter leur rythme et à dominer vraiment Seattle sur les lignes. Alors qu'ils ont peut-être, selon moi, un effectif un peu moins clinquant offensivement que ce que pouvait avoir Seattle sur le papier. Donc vraiment, c'est un match hyper établi où la ligne s'est fait respecter et où Cam Akers, en effet, a parfaitement bonifié les espaces qui étaient mis à sa disposition pour faire gagner les premières tentatives décisives et pour permettre à cette équipe des Rams, bon an mal an, hein, parce que le match a longtemps été accroché, bon an mal an, de faire la différence et de creuser l'écart au moment opportun. On dit souvent que le quarterback est celui qui a le plus de ballons. Là, en l'occurrence, ils ont lancé 25 passes alors que Akers a eu 30 ballons à lui tout seul. Hein, donc, 28 au sol, 2 réceptions. Ils s'en sortent malgré quelques ballons relâchés. On l'a dit, donc Wolford sort. Goff joue blessé. On va avoir plus de clarté, mais probablement même au dernier moment pour le match de ce week-end, même au moment de la preview, je suis pas sûr qu'on ait beaucoup plus d'infos. Mais ça reste quand même une situation qui semble difficilement tenable sur le long terme, c'est-à-dire la semaine prochaine, Raphaël. Oui, ça semble difficilement tenable sur plusieurs matchs de play-off. Après, écoute, on a quand même une défense qui est vraiment en feu, mais comme ça faisait un petit moment, je trouve qu'on n'avait pas forcément vu en play-off. Pour le coup, toutes les lignes sont vraiment au niveau. On a même vu que la sortie d'Aaron Donald, je vais pas dire est passée inaperçue, mais ils ont continué à réussir à mettre la pression une fois qu'il était sorti. Alors bien sûr, c'était face à la ligne de Seattle, ça sera sans doute pas pareil contre la ligne offensive de Green Bay qui est un peu le meilleur, mais il y a des solutions, il y a du calling bien appelé, et puis le backfield défensif est en très grande forme entre Jalen Ramsey, Darius Williams, ou même c'est Hill là, qui fait cette interception sur une screen pass de Russell Wilson. Enfin, pour donner une idée, je voyais la stat passer, c'est la première screen pass interceptée cette saison. Donc, à quel point cette défense est en train de réaliser des trucs vraiment de très très haut niveau cette saison. Et tant qu'ils ont une défense qui muselle l'attaque adverse comme ça, ils pourront... Alors, je dis pas qu'ils vont remporter les matchs, mais ils pourront en tout cas espérer l'emporter. Donc, à voir s'ils arrivent à maintenir ce niveau-là. Greg, tu y crois avec cette défense-là ? Genre, tout est possible ? Est-ce que c'est l'année Trent Dilfer, la fameuse, celle qu'on me vend tous les ans ? Ça, je sais pas, mais en tout cas, c'est vrai que ça fait 2 matchs, en l'occurrence, où... Alors, c'était encore plus symptomatique contre Arizona, mais ça fait quand même 2 matchs où la défense joue un très très grand rôle dans la victoire finale, parce que le pick six de Williams joue un très grand rôle dans la victoire finale des Rams. C'était déjà le cas, en effet, de Hill la semaine dernière contre les Cards. Et c'est vrai que, très franchement, c'est de bon augure. Et moi, je suis très excité à l'idée de voir ce que va donner Jalen Ramsey, parce qu'il sort de 2 grosses prestations contre Hopkins et contre Metcalf, ce qui sont pas les 2 premiers venus cette année dans la ligue. Et là, face à un Davante Adams qui est excellent depuis le début de l'année, ça va encore nous donner de sérieuses étincelles. Et en tout cas, ça peut être un match-up qui, s'il est remporté par le cornerback des Rams, ça peut quand même être un autre match, même si en face il y aura quand même un quarterback qui a l'air beaucoup plus en forme que Russell Wilson alors on se parle. Mais très clairement cette défense va jouer un rôle extrêmement important du côté de Green Bay, presque plus que l'attaque, et c'est peut-être la première fois qu'on dit ça depuis l'arrivée de Sean McVay du côté de la Californie. C'est vrai que clairement maintenant c'est une équipe défensive, hein. C'est plus la force principale
L'attaque n'est clairement plus la force principale sur ce qu'on a vu. Petite observation auprès de nos auditeurs avant de passer au match suivant. Tout à l'heure, j'ai cité Balakan Le Pélimou en parlant d'Edouard Balladur. Figurez-vous que c'était une référence au bébé de show. Je viens de voir ça sur Google, ce qui veut dire que je suis encore plus vieux que je l'imaginais. Alors là, ils ont dû googliser Balladur. Maintenant, tu leur demandes de googliser les Muppets. C'est formidable. Oui. Cette émission est sponsorisée par Lina. Voilà, exactement. Saints 21, Bears 9, contrat rempli pour New Orleans, 239 yards en attaque pour les Bears, Mitchell Trubisky qui marque en fin de match histoire de sauver les apparences, parce qu'ils font un drive de 99 yards à la fin, hein. Là je dis 239 yards, ça prend en compte le drive de 99, donc ils étaient même pas à 200 avant. Est-ce que les Saints vous ont convaincu en attaque, parce que c'était à peu près, on va dire, l'enjeu de ce match? Greg, perplexe. Il veut pas y aller à la fin. Tout le monde est perplexe. J'ai pas trouvé ça foufou. Après, il y a eu des jeux décisifs, en tout cas des jeux importants où Drew Brees a trouvé ses cibles avec une bonne incorporation notamment d'un Deontay Harris qui était principalement utilisé sur les retours de coups de pied, qui a bien compensé notamment le match en demi-teinte d'Emmanuel Sanders. Mais en tout cas, on savait que Thomas et Kamara revenaient, avaient peut-être un petit manque de rythme de par leur absence de ces derniers jours. Ça s'est pas ressenti plus que ça. Donc si en récupérant deux de leurs playmakers offensifs et leur quarterback qui a des côtes en mauvais état et qui parvient quand même à faire des jeux quand il faut les faire, bon, il y a toujours cette incorporation de Taysom Hill qui est un peu à double tranchant avec notamment le fumble interception qui est concédé à un moment donné dans la partie. Mais c'est vrai que sur ce match-là, on peut pas forcément dire que c'est l'attaque qui fait gagner la rencontre. À mon sens, c'est quand même plus la défense. Mais voilà, on ne sait jamais. Encore une fois, est-ce que l'attaque des Saints jouait pas un peu tranquille en voyant qu'en face il n'y avait pas grand-chose? Ça, on attendra les demi-finales de conférence pour l'analyser. Mais c'est sûr que si on ressort de ce match-là, on se dit pas waouh, les Saints nous ont envoyé du lourd dans l'optique du Super Bowl. Après, pour me faire l'avocat, ils ont quand même eu beaucoup de blessures, ils reprennent leur force et ils jouaient au complet pour la première fois depuis longtemps. Alors, c'est sûr, ils marquent que 7 points en première mi-temps, il faudra que ce soit mieux après, mais au moins déjà, ils ont récupéré tous les ingrédients, ils peuvent refaire la recette. Et contrairement aux Seahawks, ils s'ajustent à la mi-temps, parce qu'eux, ils mettent 2 touchdowns quand ils sortent des vestiaires. Je le fais remarquer. Raphaël, est-ce que ça t'a convaincu ? Convaincu par le côté carré de la victoire, on va dire. Vraiment, même quand ils étaient pas très loin au score, on n'a jamais vraiment senti Chicago en capacité de les dépasser. Ces dernières saisons, les Saints se sont plantés des fois en playoff sur des trucs un peu bêtes, donc là au moins ça permet de montrer que voilà, ils savent sortir le match propre comme il le faut. En défense, en attaque, ils ont fait ce qu'il fallait. Donc à ce niveau-là, je trouve que c'est une victoire convaincante. Après, convaincu pour une optique de victoire finale, je n'irai peut-être pas jusque-là, mais ils ont fait ce qu'il y avait à faire. Ils avaient vraiment tout à perdre dans un match comme ça face à Chicago, dont on n'attendait rien. Ils passent pas à côté, le mérite leur revient. Contrairement, par exemple, comme tu le disais, à Seattle, qui est passé à côté d'un match face à une équipe qui avait un quarterback remplaçant, qui en plus est donc eux, ils le font le taf. Donc ça, on peut que leur rendre mérite. Même s'il y a encore 2-3 choix, comme Greg le disait, de Sean Payton, que j'ai toujours un peu du mal à... Comme quand il envoie Drew Brees en quarterback sneak alors qu'il revient avec 2 côtes pétées et qu'il a 40 ans. Bon, j'avoue. Est-ce que tu as vraiment besoin d'envoyer Drew Brees au casse-pipe comme ça me perturbe, mais bon... Peut-être qu'il veut vraiment... Alors, soit il y a un bif personnel, soit il veut vraiment s'assurer qu'il prenne sa retraite à la fin, quoi. Mais c'est vrai que le concept d'envoyer un mec qui revient de 11 côtes pétées dans un quarterback sneak à 42 balais... Bon, après, je suis pas sûr que Brice, ça lui fasse peur, ce genre de choses. C'est pas non, il doit se dire que Dieu le protège, mais bon... Non, mais je suppose qu'il y a des... En effet, tous les joueurs, ils se pensent immortels, il faut les protéger un peu d'eux-mêmes aussi à un moment, quoi, parce que... c'est le rôle d'un coach, non. Je pense que c'est un peu le truc. Bon, c'est ce que je disais, la défense, elle a autorisé 140 yards aux Bears avant le dernier drive, donc clairement, ils ont fait aussi la différence là-dessus. Du côté de Chicago, alors, on va me dire que oui, Javon Wims a raté un touchdown tout fait, etc., mais a priori, on peut quand même tourner la page Mitchell Trubisky, qui est libre à la fin de la saison. Alors, il a dit, on a du business qui est pas fini, moi, je sens que je peux revenir. On peut même mettre Matt Nagy dans le package. Non mais c'était assez catastrophique offensivement et même en termes de volonté. Ils étaient derrière au score et ça faisait des courses plein centre ou des punts alors que t'as 10-15 points de retard en play-off. Enfin,
si à ce moment-là tu n'essayes pas quelque chose, alors oui, il n'y a pas beaucoup d'armes offensives, mais en plus, il risque quand même de perdre Allen Robinson à la free agency. Donc, Après, il tente des quatrièmes. Ouais, il les tente un peu tardivement quand même. Hein. En fin de match, Non, il les il tente a même plus. tenté En fin de match, il les tente même plus. Attends. Il y a un turnover en down d'entrée. Je pense que ça les a calmés aussi. Ouais. Après le comment dire, le catch manqué de Javon Wims, le turnover en down, je pense que Matt Nagy s'est dit bon, on a été trop entreprenant, on va lâcher l'affaire. Ouais, je sais pas. Moi, je ferai le package. Hein. Sincèrement, je vois pas très bien où va l'équipe. Tout le monde y passe ou pas? Trubisky, je sais pas. Encore une fois, est-ce que c'est lui le principal problème sur ce match-là? Je dis pas que c'est la solution à long terme. Il va oser. De quoi? Bah, tu me demandes si on le lourde. Après, ça dépend ce que tu veux en faire. Après, il est en fin de contrat. Hein. Je Voilà, dis lourder, mais c'est juste pas re-signer, quoi. Est-ce que les Bears veulent le garder en backup? Oui. En titulaire, ouais. non. En titulaire, bon, non, c'est merci. pas la solution, bien entendu. Non, je J'ai eu vais peur. pas pousser le vice jusque-là, même si encore une J'ai fois, eu sur peur. ce match-là, il est pas infamant, mais il fait pas avancer son attaque. C'est moins qu'on puisse Voilà. dire. Et Nagy, alors? Bah, ils le vireront pas de toute façon. Je les vois pas le dégager après un match de playoff. Mais c'était à considérer il y a un mois après leur défaite contre Détroit. Derrière, ils se sont repris. Il va y avoir une énième remise en question, et je pense en tout cas, concernant ce qu'il va possiblement faire la saison prochaine. Mais je pense qu'on va lui laisser quand même le bénéfice du doute. Ça m'étonnerait qu'on le fasse sauter dans pareille situation. Washington 23, Buccaneers 31. L'immortel Tom Brady a mené les Buccaneers à la victoire. Ils n'ont jamais été larges, mais ils n'ont jamais été inquiétés non plus. À chaque fois, Washington s'est rapproché et à chaque fois, Brady a mené son attaque à des points. Est-ce que c'est exactement ce que Brady devait apporter à Tampa? Moi, j'ai l'impression que les mecs qui sont autour de lui, ils se disent bah on a Brady, on va faire ce qu'il y a à faire, quoi. C'est plus la même équipe que l'an dernier, Raphaël. Oui, il y a quelque chose un peu comme ça, effectivement, de l'intangible, j'ai envie de dire, parce que c'est vraiment que là pour le mesurer, cet apport-là psychologique, on aura bien du mal, mais comme tu dis, il y a quelque chose de ça. En tout cas, il a signé pour ça. Tampa est allé le chercher pour ça, et sur ce premier match face à une équipe de Washington bien plus combative que certains le pensaient, qui a pas, je dirais peut-être pas jusqu'à dire à donner du fil à retordre à Tampa, mais en tout cas c'est pas forcément laissé dominer de A à Z. Il a apporté ça, c'est Tom Brady en playoff, voilà. Greg, il apporte quand même une sérénité, une connaissance de ces moments-là qui n'ont pas de prix. Il lance 381 yards. Alors, il n'y a pas une énorme réussite, hein, c'est 22 sur 40, 2 touchdowns. Mais à partir du moment où il va être protégé, avec Mike Evans, Cameron Braid, Chris Godwin, Antonio Brown, Rob Gronkowski, ils sont terrifiants, quoi. Ouais, alors c'est sûr que là, sur ce match-là, et c'est peut-être aussi ce qui permet à Washington de surnager un tant soit peu. Bon, il se fait saquer 3 fois, je crois, donc 2 fois par Daron Payne. Mais c'est sûr que oui, dès qu'il va avoir un minimum de temps pour lancer le ballon dans le système offensif dans lequel il évolue et où il a l'air malgré tout de trouver des réflexes semaine après semaine, c'est sûr que ça pardonne pas, et la menace vient d'à peu près partout dans cette équipe de Tampa, puisque là en l'occurrence ceux qui marquent les TD, alors il y a en l'occurrence Antonio Brown par exemple qui est pas un receveur numéro 1 même s'il est de plus en plus impliqué dans le système offensif des Bucks. Voilà. Après, moi je le dis très clairement, dans cette équipe de Tampa, c'est très bien de pouvoir se dire, et c'était l'objectif en début de saison, qu'avec Brady on a franchi un palier, ce qui est le cas puisqu'ils sont en demi-finale de conférence et sont toujours en lice pour le Super Bowl. Mais sans jeu au sol, ça va quand même finir par se payer, je pense. Après, il y a quand même 142 yards au sol sur ce match. Hein. Ouais, enfin bon, c'est sur des gros jeux de Leonard Fournette, mais j'ai pas trouvé que le jeu au sol a été aussi présent qu'il aurait dû être. Je pense que ça va être un peu rédhibitoire à la longue. C'est mon avis, hein. Après, Bon, après, ça dépend des scénarios de match, mais avec toutes les cibles qu'il y a. Moi, je trouve la clé, c'est comme toutes les équipes de Brady depuis 10 ans, c'est la pression sur lui, quoi, j'ai l'impression. Ah oui, oui, tout à fait. C'est pour ça que je te dis ça, c'est que il y a eu du très très bon avec les touchdowns, et en effet, je te rejoins. Dès que Tampa a voulu accélérer, ça a fait très mal à Washington, malgré le bon premier rideau qu'ils ont en l'occurrence. Mais c'est vrai que voilà, c'est une défense qui aussi a été capable de calmer un petit peu cette équipe de Tampa en mettant une pression quand il fallait, notamment par le biais de Daron Payne. Et c'est là-dessus, encore une fois, après c'est pas une nouveauté ce que je dis, comme une autre équipe, je sais plus de qui on parlait tout à l'heure, Baltimore par exemple, ils vont vivre et mourir avec leurs idées. Je pense que c'est un système qui est parti pour être comme ça jusqu'au bout, et quand ça marchera, tant mieux. Et puis le jour où en effet Brady aura un petit peu moins de temps pour lancer son ballon,
bah voilà, ça reste un quarterback humain de 43 ans, ça peut se compliquer un petit peu pour les Bucks. Après, humain, 43 ans, moi j'ai commencé à douter parce que c'est incroyable. Non, mais c'est incroyable. C'est ça. Mais réussir encore une fois à se réinventer à ce point-là, parce que il jouait pas comme ça à New England, à part en 2007. Non, mais c'est. Je sais pas ce qu'il prend là dans ses glaces à l'avocat, mais c'est de la bonne. Je veux la même chose. Est-ce que leur défense a été à la hauteur? Parce que c'était quand même une des meilleures de la saison. On aurait pu attendre qu'ils étouffent un peu plus une attaque de Washington plutôt faible. Et Bruce Arians l'a dit lui-même. Parce que c'est vrai qu'il a tendance à être honnête, a dit certains jeunes joueurs se sont peut-être un peu relâchés en voyant que c'était Washington. Ouais, je trouve que de toute façon ça rejoint un peu les craintes qu'avait Grégory avant le début des playoffs sur la défense de Tampa. Enfin, en tout cas, par rapport à ça, je le rejoignais plutôt. Je trouve que les doutes sont pas levés sur cette défense, et notamment sur Sean Murphy dans le backfield défensif, qui me semble être vraiment le maillon faible de cette défense. Autre référence de boomer. Pardon. Ah, le maillon faible. Oui, non, ça c'est une expression courante quand même. Oui, c'est vrai. Alors tu sais que c'est, d'ailleurs je me suis étonné, j'ai vu que dans une pub pendant un des matchs que c'est toujours diffusé aux États-Unis. Non, c'est relancé. C'est pas toujours relancé, diffusé. C'est relancé. Il y avait écrit All New machin. D'accord. Bon, là encore pour les jeunes, on parle d'une émission télé de TF1 avec Laurence Boccolini. Googlez. Donc Raphaël, le maillon faible du backfield. Oui, Sean Murphy. Bref, mais en tout cas, je suis pas extrêmement convaincu par cette défense qui a quand même eu sur certains drives du mal à bloquer le quarterback no name de Washington. Donc va falloir en montrer un peu plus à mon avis la semaine prochaine face à New Orleans. Ils ont gagné 375 yards au total, la football team, contre 317 en moyenne cette saison. Donc ils ont même été au-dessus de leur moyenne. Et tu l'as dit, le no-name, c'est Tyler Heinicke, qui est quand même passé par la XFL, donc un peu de respect. 26 sur 44, 306 yards, un touchdown, une interception, 6 courses, 46 yards, un touchdown. Bon, lui, il a quand même fait un beau match. Et il a gagné une place sur le banc pendant quelques années, un salaire confortable. Oui, je pense. C'est peut-être ce qui a motivé Ron Rivera à dégager Dwayne Haskins avant la fin de la saison régulière, mais là, en tout cas, oui, c'est sûr qu'il a agréablement surpris et il a souvent permis à l'attaque de Washington de rester dans le coup, notamment sur des troisièmes, avec une mobilité assez intéressante et une faculté à se connecter avec ses cibles, parce que McLaurin était quand même plutôt bien surveillé. Et c'est vrai qu'avec les deux Sims notamment, il a permis à cette attaque de tenir pendant un long moment, parce que encore une fois, c'est vrai que, comme on l'a dit, Tampa, je suis pas sûr qu'ils ont été terrorisés tout le match, mais il y a quand même une conversion à 2 points qui a failli permettre à la football team d'égaliser, donc c'est qu'à un moment donné, ça pouvait être un peu plus disputé que ce qu'il en a été au bout du compte, et Tyler Heinicke a joué un grand rôle là-dedans. Du côté donc de Washington, ça semble pas non plus résoudre leurs problèmes de quarterback à long terme, on va pas se mentir. Mais est-ce qu'on peut être positif et se dire il y a quand même des raisons d'espérer, il y a des lignes, il y a Terry McLaurin, il y a Antonio Gibson. C'est pas la pire situation de la NFL où il y a une recherche de quarterback, quoi. Raphaël. Non, c'est pas la pire situation clairement de NFL où il y a une recherche de quarterback. Tu pourrais même dire qu'ils sont un quarterback prêt. J'exagère un peu. Je trouve qu'il y a quand même encore quelques trous dans l'effectif, un peu plus que ça, mais ils sont en tout cas un quarterback prêt de potentiellement vraiment poser des soucis en playoff et être un vrai contender régulier et non pas juste contextuel en NFC Est, parce que je pense qu'ils peuvent pas non plus se satisfaire d'avoir remporté la division comme ça. Ils ont besoin de s'établir un peu plus quand même dans celle-ci, mais ouais, c'est une bonne situation. En tout cas, avec cette défense-là et un ou deux skill players, il faut juste renforcer encore un peu. Et pardonnez-moi de radoter, ils ont joué des playoffs, ils ont pris de l'expérience, ça valait mieux que de gagner 15 places à la draft. Je dis pas ça pour les Eagles parce que c'est pas le sujet, ils étaient déjà éliminés. Mais quand je voyais certains qui espéraient que leur équipe soit pas qualifiée en playoffs dans la NFC Est, là les mecs ils ont pris de l'expérience, ils créent un groupe quand même. Là on parle sur des pas quantifiables, c'est comme Brady et machin et tout ça. Mais moi je trouve que tu construis avec ça plutôt qu'en montant à la draft. On verra l'année dernière. Je te rappelle que cette saison t'étais dans le bandwagon des Raiders qui il y a 2 ans ont sabordé leur saison juste pour avoir des choix de draft. Et on a vanté le travail des Dolphins qui ont fait la même chose l'année dernière. Donc tu vois, il avait sabordé managérialement dès le début, pas pendant les matchs. En se séparant de Khalil Mack et en privilégiant des choix de draft, un joueur hyper établi de sa défense.
Et alors attention, j'étais déjà contre l'échange de Khalil Mack. Ah oui, mais encore une fois, c'est Il y a pour de la ça. consistance. Moi, c'est tout ce que je dis. Il n'y a pas de vérité absolue. Après, je te rejoins et on verra l'année prochaine, en effet, si ça a été productif. Je suis d'accord avec toi. C'est sûr qu'en plus, pour la première année de Rivera, ça fait pas de mal de pouvoir, en effet, avoir des joueurs qui vont disputer des joutes comme ça. Après, est-ce qu'il faut mettre ça en opposition forcément avec la politique d'autres franchises? Je sais pas s'il y a une vérité absolue, à vrai dire. Il vaut mieux gagner. On passe au top et au flop. Les tops et les flops, Raphaël, à toi l'honneur. Bah en top, les Rams, hein, on en a parlé, mais la prestation défensive de Los Angeles, voilà, m'a vraiment fait plaisir et a permis que le match soit pas trop... parce qu'offensivement, ce qui était proposé n'était pas terrible, donc au moins la défense des Rams a en plus permis de relever un peu le piment de ce match, donc Los Angeles. Grégory. Bah écoute, mon top, j'en ai parlé tout à l'heure, mais bon, Lamar Jackson et Josh Allen quand même qui réalisent leur dépucelage en playoff, c'est quand même important vu qu'ils ont joué quand même un rôle non négligeable. C'était important pour moi de les mettre à l'honneur. Mon petit top, c'est quand même un top d'honneur, mention honorable quand même à Raphaël, donc pour cette mention à Edouard Balladur qui m'a replongé en enfer. Je tiens à le préciser parce que je pensais plus à Edouard Balladur depuis tellement longtemps que j'ai bien aimé cette petite référence. Donc Cleveland, Buffalo, j'étais en train de me dire que en fait, si on nous avait dit il y a 3 ans qu'on verrait ces deux équipes au deuxième tour des playoffs en 2021, du coup, on est maintenant en 2021, franchement, c'est assez délirant. Faut se dire qu'il y a une chance qu'on ait une finale de conf Buffalo-Cleveland. Ce qui est quand même... si on avait dit ça juste avant la draft parce que juste à la draft de Josh Allen, c'est le moment où il y a la fin de la saison à 0-16 de Hugh Jackson, non, ou quelque chose comme ça. Bah, c'est l'année où il draft Baker Mayfield, donc il y a de fortes chances. Voilà, c'est ça. Donc moi j'aime bien parce que ça montre que ça peut aller vite en NFL et c'est quand même plutôt cool d'avoir une ligue où ça tourne un peu. Les Browns étaient à un record quasiment, je pense, avec les 18 ans sans playoff, mais du coup maintenant, l'équipe qui a la plus longue série sans playoff, c'est les Jets, 10 ans, et je trouve ça pas si long que ça. Enfin, c'est cool de se dire que toutes les équipes de la ligue en fait ont joué les playoffs ces 10 dernières années quand même. C'est quand même ça. C'est quand même plutôt cool. Le flop, Raphaël. Bah du coup un peu en effet miroir, le flop ça va être Seattle que j'avais au Super Bowl, donc déjà mon bracket foiré dès la semaine 1, même enfin pas la semaine 1 mais le week-end, c'est bien dommage. Et puis même globalement je trouve que c'est un peu c'est quand même par rapport à ce qu'ils avaient montré en début de saison, c'est vraiment une fin de saison en eau de boudin quoi. C'est parce que la prestation, tu peux être éliminé en play-off quand tu sors un grand match, l'adversaire sort un encore plus grand match et voilà, c'est le sport, mais sortir comme ça après ce début de saison, après les ambitions qu'ils avaient plus ou moins annoncées, je trouve que ouais, c'est vraiment dommageable. Grégory, ton flop. Bah alors j'aime pas parler de ça, mais apparemment ce week-end les arbitres étaient quand même un peu inspirés, et notamment ceux de Buffalo Indianapolis, parce que alors je sais pas ce que j'ai préféré. Alors est-ce que j'ai préféré le catch accordé à T.Y. Hilton alors que le ballon tombe très nettement derrière lui sur le tout premier drive des Colts, ou alors le tout dernier où les arbitres ont quand même 4 possibilités, hein. Alors on va dire 3 possibilités. On est donc sur une 4e tentative. Il y a ou temps mort de Buffalo, ou passe incomplète et donc turnover and down, ou fumble du joueur des Colts qui est recouvert par Buffalo. Et ben il arrive à trouver une 4e solution avec le joueur qui est down by contact alors que c'était pas du tout le cas. Donc voilà, j'ai trouvé ça quand même assez fort et relativement inquiétant que ça puisse arriver quand même à un tel stade de la compétition où quand même il y a quand même une certaine rigueur à avoir. Il n'y a pas que les joueurs qui doivent être assez réprochables à mon sens. Moi je vais terminer avec un flop. Bon, c'est pas tout à fait nouveau pour ceux qui ont déjà écouté, mais moi ce sera les playoffs avec une équipe en plus. Je m'attendais pas à grand chose. Bon, c'est un peu dur pour Indianapolis, mais voilà, par exemple, je remercie pas franchement les Bears de leur contribution. Je suis pas dingue du format. Je trouve que moins on en. Après, l'AFC, vu le bilan qu'ils ont eu, franchement, c'était pas une mauvaise chose d'avoir une 7e équipe. Ouais. C'est dur pour les Colts, ce que je dis. Ça s'applique plus à la NFC. J'ai pas l'impression qu'on avait besoin d'avoir une équipe supplémentaire par conférence et que voilà, on aurait pu avoir des matchs peut-être de meilleure qualité, même s'ils n'ont pas été affreux, hein, mais voilà, la NFC, on a fait les 2 derniers par exemple, ils n'étaient pas incroyables. Bon, après ça c'est la faute de la NFC Est, on ne peut pas y échapper, mais voilà. Sinon on aurait eu ce fameux Buffalo Cleveland au premier tour.
Ouais, voilà, avec les deux. Moi, j'aime bien qu'il y ait 2 équipes qui aient une semaine de repos. Là, on a attendu pour les têtes de série. C'était un peu galère. Non, attends, ils vont jouer eux. Non, mais alors attends, parce qu'il reste encore eux. Et puis voilà, alors que bon. Voilà. Bref, c'est comme ça que se termine l'épisode numéro 400 du podcast Jean Actu. On remercie tous ceux qui nous soutiennent sur Tipeee. N'hésitez pas à les rejoindre. Sabo, Destec, PMU Style 74, Ririk le Géant, Sylvain M, Jeff Veder et France Max se sont ajoutés à la liste. On vous remercie évidemment avec beaucoup d'affection. N'hésitez pas à les rejoindre. Beaucoup de cœur aussi sur vous aussi, messieurs. Raphaël, toi aussi. Mon camarade depuis 400 épisodes quand même. C'était quoi 2011 du coup la première année. Ouais, c'est ça. Ouais. Parce que donc là c'est la 10e saison du podcast. Donc on est donc 10 saisons, 400, on est à 40 de moyenne par saison quasiment. Bon, avec grosse augmentation ces dernières années, on va pas se mentir. Les premières années, on faisait une grosse vingtaine d'épisodes par an. Clairement. Oui, bah oui. Grégory, tu as le podcast Draft qui arrive en enregistrement bientôt, c'est pour ça que tu dis ça. Aussi, Ouais. On t'a mis beaucoup de boulot sur la fin de saison, Greg. Je suis désolé, merci de relever ce défi. Pas peur. Et en plus, t'as la finale, on enregistre le lundi soir, donc tu as la finale NCAA qui arrive. Alors attends, du coup, il y a beaucoup de gens qui vont nous écouter mardi matin. Donne un pronostic. Oh merde. Bah écoute, alors pour le camarade Morgan de Blue Pennant, j'ai fait un face-à-face sur les différents postes et c'est un maxi plébiscite pour Alabama. Donc je pourrais difficilement te miser Ohio State, même si on n'est plus à une surprise près. Mais j'aurais tendance à aller vers Alabama sur cette finale. Bon, par contre, je voudrais pas être mauvaise langue. Nous, on a dit que toutes les équipes avaient joué les playoffs ces 10 dernières années. J'ai l'impression que c'est souvent Alabama et Ohio State du côté de la NCAA quand même. Non, il y a Clemson aussi, qui était en demi-finale. En fait, les playoffs NCAA, la 4e place est tournante. Mais sinon, les 3 sont attribués. Et cette année, on fait Alabama-Cleveland. Je sais pas qui gagne. Ah bah là, Cleveland maintenant ne se fait plus battre par Alabama, c'est bon. Bah j'espère quand même. On aurait pu faire le débat avec les Jets pendant la saison, mais... Oui, on aurait pu. Voir les Jaguars de novembre-décembre. Les Jaguars de novembre-décembre, c'est vrai. Pour nous suivre sur Twitter et Facebook @TDActu, sur Instagram @TheJeanActu en entier, pour Raphaël sur Twitter @Raphaël_TDA, pour Greg c'est @Yellow Radio Ça, pour moi-même @Alain Mattei. On rappelle les hâtes de Raoul VDG et Camille Saraben, évidemment nos 2 camarades qui sont aussi là depuis très longtemps. Camille Saraben est là depuis la première, vous l'entendez un peu moins cette année parce que conditions d'enregistrement particulières, donc c'est vrai qu'il y a beaucoup moins de studio et c'est peut-être aussi pour ça que le son est moins bon, je m'en excuse parce que Camille n'est pas là et je sais très bien qu'il gérerait ça mieux que moi. On les remercie en tout cas et on leur fait des grosses bises. On rappelle que toute l'actu de la NFL c'est sur tdactu.com. Vous nous retrouvez pour l'émission de preview peut-être mercredi soir en avance. En tout cas, au minimum jeudi en milieu de journée sur vos plateformes. Et puis, l'émission draft avec Greg, ce sera samedi. Le fauteuil, il est décalé. Petite note à agenda d'ailleurs, parce que la NFL a changé ses horaires de match pour le Divisional Weekend par rapport aux autres Divisional Weekend. D'habitude, on était le dimanche à 18 à 19h pour le fauteuil. Mais là, ils ont décalé les matchs. Le match du dimanche, il commence à 21h. Donc, ce sera fauteuil de 20 à 21h. C'est une heure de show d'avant-match. Juste avant... Voilà pour tout le programme. Merci encore de nous suivre sur TDA depuis peut-être le premier épisode, en tout cas depuis autant d'épisodes que vous le souhaitez. On vous remercie encore. Merci beaucoup messieurs. À très bientôt. Ciao ciao. Les meilleures analyses, fromage et jeux de mots, tout sur le foutu est en TDAQ. Le mardi, le jeudi, tailgate au risotto, les meilleures recettes en TDAQ. Fumble pour JJ Watt, Bismuth pour Marshall Lynch, Rocas Global Beckham, Tom Brady quarterback, calé sur le fauteuil, option Madame Irma, à la fin on compte les points et on finit.